Avons l'habitude de convoquer est l'expérience du professeur Gilles Lachelier, parce que dans un premier poste d'enseignement au lycée de Toulouse, un élève qui venait fraîchement de quitter la classe de première dit à Lachelier: mais monsieur Lachelier, qu'est-ce que la philo? Le prof regarde l'élève dans les yeux et lui dit: je ne sais pas. Toute la classe se regardèrent, sortir, allèrent voir le directeur et demandèrent l'affectation du professeur Gilles Lachelier. Et quand on a demandé à M. Lachelier de s'expliquer par rapport à son attitude, il a répondu à la question: qu'est-ce que la philosophie? Je ne détiens aucune réponse. Je ne peux que répondre par je ne sais pas. Donc, la philosophie, elle se définit comme étant l'indéfinissable par excellence. Dire que la philosophie est indéfinissable ne veut pas dire que la philosophie n'a pas de définition. Wallahi, elle en a plusieurs. Le problème, c'est quoi? C'est que parmi toutes les définitions de la philo, il n'y a pas une seule qu'on pourra poser comme la définition exacte de la philosophie. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de définition unanime, il n'y a pas de définition consensuelle de l'activité philosophique. S'il en est ainsi, c'est dit à plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, on va en citer deux pour le moment. D'une part, chers élèves, la philosophie, elle n'est pas une. Vous le savez, elle est plurielle. En philosophie, chaque philosophe, en fonction de la vision du monde, mais également en fonction de son postulat, met sur pied sa propre philosophie. Ce qui veut dire que nous avons autant de philosophes que de philosophie, et autant de philosophie que de définition de la philosophie. Par conséquent, celui qui tente de définir la philosophie va être confronté à plusieurs définitions de la philosophie, et parmi ces définitions, il ne pourra jamais en choisir une pour la poser comme la définition exacte de la philosophie, et de là, nous disons que la philosophie est une unité plurielle. À côté de ça également, chers élèves, la philosophie, elle n'a pas d'objet précis. Parce que définir veut dire limiter, définir veut dire circonscrire, définir veut dire borner. Par conséquent, on ne peut définir que ce qui a des limites. Est-ce que la philosophie en a? Pour en savoir quelque chose, il faut chercher l'objet d'étude de la philo. Quand tu me dis quel est l'objet d'étude de l'algèbre, je te dis que l'algèbre étudie les nombres et les grandeurs mesurables. Quel est l'objet d'étude de la physique? La physique étudie la composition externe de la matière. C'est pourquoi je dis que la physique est la science qui étudie la composition externe de la matière. La chimie, la composition interne de la matière. Qu'est-ce que la chimie? C'est la science qui étudie la composition interne de la matière. La biologie, son objet c'est le vivant. Qu'est-ce que la biologie? La science qui étudie le vivant. L'histoire, son objet c'est le passé des hommes. Qu'est-ce que l'histoire? La science qui étudie le passé des hommes. Mais quel est l'objet de la philo? La philosophie réfléchit sur elle-même, sur le mythe, sur la magie, sur la religion, sur la mort, sur la vie, sur le destin, sur la nature, sur la culture, sur la conscience, sur l'inconscient, sur le travail, sur le langage, sur la liberté, sur l'art. En d'autres termes, elle réfléchit sur tout. Par conséquent, la philosophie, elle n'a pas de limite, parce que son objet est illimité. Si maintenant définir veut dire limiter, et que la philosophie n'a pas de limite, nous retenons d'emblée que la philosophie ne peut pas être définie. Mais dire que la philosophie ne peut pas être définie ne nous pousse pas à clôturer le débat. Mais nous allons rebroussailler chemin pour voir ce que la philosophie a été considérée au cours de l'histoire. Il faut comprendre que dans l'Antiquité, quand la philosophie est née, elle a été perçue par certains comme étant une connaissance de la totalité et la totalité de la connaissance. D'ailleurs, les sciences que vous appelez aujourd'hui sciences particulières, elles n'existaient pas, ou du moins, même si elles existaient, elles étaient dans la philosophie, à telle enseigne qu'on disait que la philosophie, elle était la reine mère de toutes les sciences, pour ne pas dire qu'elle était une encyclopédie. Raison pour laquelle Aristote, quand on lui a dit, mais monsieur Aristote, qui peut être considéré comme philosophe, sa réponse a été, et philosophe, celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. En d'autres termes, la philosophie, elle totalisait la connaissance. Cette définition de l'Antiquité ne s'est pas limitée à l'Antiquité, mais elle a fait carrière dans l'histoire de la philosophie pour se retrouver au XVIIe siècle dans ce que l'on appelle la métaphore arborée, centre de René Descartes. Descartes dira dans son ouvrage intitulé Au principe de la philosophie que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences qui se réduisent à trois principales, la médecine, la morale et la mécanique. Par conséquent, nous disons que de l'Antiquité au XVIIe siècle, certains philosophes ont perçu la philosophie comme étant connaissance de la totalité, mais également totalité de la connaissance. Mais toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que cette définition n'est plus valable, elle n'est plus recevable. Vous savez pourquoi?
Parce que si la philosophie était considérée comme savoir, c'est parce qu'elle englobait les sciences. Aujourd'hui, les sciences ont pris leurs indépendances vis-à-vis de la philosophie. Déjà au 1er siècle de notre ère, Ptolémée libère l'astronomie. Au XVIIe siècle, le trio Galiléo Galilée, Newton, Kepler libère la physique. Au XVIIIe siècle, Lavoisier libère la chimie. Au XIXe siècle, Claude Bernard libère la biologie. Au XXe siècle, Auguste Comte enclave le processus de libération des sciences humaines, notamment la sociologie. Par conséquent, si la philosophie était considérée comme savoir parce qu'elle englobait toutes les sciences, aujourd'hui que les sciences se sont libérées de la philosophie, il n'en reste en la philosophie qu'un néant de savoir. C'est pourquoi on dit que la philosophie devient savoir du néant. Deuxième raison également qui fait que la philosophie ne peut plus être considérée comme savoir, c'est parce que par savoir, nous entendons connaissance. Et par connaissance, une certitude de résultat faisant l'accord des esprits compétents dans un domaine donné. 2 plus 2 égale 4 est une connaissance parce que tous les oulémas des mathématiques sont d'accord que le résultat de 2 et de 2 font 4. Par conséquent, nous disons quoi? Nous disons que pour qu'on parle de connaissance, il faut qu'il y ait accord. Or, en philosophie, là où il y a accord, il y a dogmatisme. Alors que le dogmatisme tue la philosophie. Car Jaspers dit, dans Introduction à la philosophie, que la philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle arrive jusqu'à dégénérer en dogmatisme, c'est-à-dire en un système de savoir mis en formule, définitif, complet, transmissible par l'enseignement. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Par conséquent, nous retenons quoi? Nous retenons que la philosophie, elle n'est pas connaissance. Le philosophe n'est pas un savant. La question que l'on se pose est la suivante. Si le philosophe n'est pas un savant, serait-il alors un ignorant? La réponse est, le philosophe n'est ni savant ni ignorant. Vous savez pourquoi il n'est pas ignorant? Parce qu'il a quitté le stade de l'ignorance au moment où il a pris conscience de son ignorance. Parce que l'ignorant, c'est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est pourquoi on précise en disant l'ignorant aveugle. Par conséquent, le philosophe, même s'il ne sait pas, lui, il sait qu'il ne sait pas. C'est pourquoi quand Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, nous avons affaire à un je ne sais pas qui sait. Parce que c'est un je ne sais pas qui sait au moins ce qu'il ne sait pas. Parce que même si Socrate ne sait pas, Socrate sait au moins ce qu'il ne sait pas. Par différence à l'ignorant, qui lui ne sait pas, mais en plus de ne pas savoir, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Raison pour laquelle on dit que le philosophe, il n'est pas ignorant parce qu'il a quitté l'ignorance, il n'est pas savant parce qu'il est en route vers l'horizon évanescent de la connaissance. Cette différence entre philosophe, savant et ignorant a été illustrée à travers le banquet de Platon, entre Diotime et Socrate. Diotime dit, aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant car il l'est. Et en général, si l'on est savant, l'on ne philosophe pas. L'ignorant aussi ne philosophe pas car l'ignorant a ceci de fâcheux que n'ayant ni art, ni science, ni bonté, il s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Et Socrate relance. Donc, ma chère Diotime, qui sont donc ceux qui philosophent? Diotime répond, Socrate, même un enfant serait en mesure de répondre à cette question, c'est celui qui est entre les deux. Donc, le philosophe, il n'est ni savant, ni ignorant, ou du moins, il est mi-savant, mi-ignorant. Puisqu'il n'est pas ignorant, donc il tend vers la sagesse, donc il se définit comme étant un amoureux de la sagesse. Dire que la philosophie est amoureux de la sagesse, c'est prendre la logique étymologique. Étymologie, entendez, la science qui étudie l'origine des mots. Étymologiquement, nous dit Jürgen Laers, c'est Pythagore de Samos qui a eu à employer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le mot philosophie. Pythagore n'est pas le premier à philosopher, il n'est pas non plus le père de la philosophie, parce que la tradition philosophique voit en Socrate le père de la philosophie, mais c'est Pythagore qui a inventé le mot philosophie. Parce que Pythagore, nous dit-on, parce qu'il y a plusieurs traditions, nous dit-on, était un homme de science, à telle enseigne que ses concitoyens, c'est-à-dire que les individus avec qui Pythagore vivait, pour l'honorer, pour le glorifier, lui ont donné l'appellation de Sophos, qui veut dire le sage. Et partout où Pythagore passait, les gens l'interpellaient par cette appellation. Et un jour, interpellé par l'appellation de Sophos, Pythagore rétorque, c'est-à-dire qu'il répond que moi, Pythagore, je suis philosophos, non pas celui qui prétend détenir le savoir, mais plutôt celui qui tend vers. D'ailleurs, il n'y a de sage que Dieu. Quand Pythagore se dit philosophos, Pythagore rejette en même temps l'appellation de Sophos. Raison pour laquelle, étymologiquement, le mot philosophie est forgé à partir de 2 vocables grecs, lesquels il y a philia. Philia qui est le substantif de phileien. Phileien qui veut dire aimer, philia qui veut dire amour, et sophia qui veut dire sagesse.
Philosophie, étymologiquement, veut dire amour de la sagesse. D'ailleurs, Luc Brisson, dans Vocabulaire de Platon, Paris en 1998, ne dit pas autre chose. Il dit que le mot philosophie est le mode de vie de celui qui désire atteindre la sagesse et qui, d'après ce désir, est nommé philosophos. Donc, on appelle philosophos celui qui est conscient de son ignorance et qui part maintenant à la quête de la sagesse. Non pas du savoir, mais la sagesse. Parce que la sagesse englobe le savoir, mais savoir n'est pas égal à sagesse parce qu'il y a deux dimensions de la sagesse. Il y a la sagesse théorique, mais également la sagesse pratique. Par sagesse théorique, entendez la connaissance, et par sagesse pratique, entendez la morale. Mais même si on peut les séparer du point de vue théorique, du point de vue pratique, il n'est pas possible d'établir une dichotomie entre les deux, dans la mesure où c'est la connaissance du bien qui me permet d'agir selon le bien. Et de là, nous disons que la philosophie se perçoit chez certains, du point de vue étymologique, comme étant un amour de la sagesse. À côté également de cet amour de la sagesse, il y a d'autres philosophes qui voient en la philosophie un art de vivre. Autrement dit, pour eux, la philosophie apparaît comme étant, par exemple, des leçons de morale. Autrement dit, philosopher, c'est travailler ou bien apprendre à se comporter de la meilleure des façons donc dans le monde. Et trois doctrines philosophiques de l'Antiquité ont développé cette conception. Il s'agit du stoïcisme, de l'épicurisme, mais également du platonisme. Il y en a d'autres comme le cynisme, mais je préfère m'en limiter à ces trois. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une doctrine philosophique fondée par Zénon de Citium. Il tire son nom de Stoa, quoi qu'il est, la porte gauche de l'agora d'Athènes, où Zénon se mettait avec ses disciples pour dispenser ses enseignements. Selon les stoïciens, dans le monde, il y a deux catégories de faits. Lesquels? Il y a les faits qui m'appartiennent et les faits qui ne m'appartiennent pas. Par fait qui m'appartient, entendez un fait qui dépend de moi. Un fait qui dépend de moi, c'est un fait sur lequel j'ai un pouvoir. Un pouvoir en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'un fait qui ne m'appartient pas? C'est un fait sur lequel je n'ai pas de pouvoir. Donc les stoïciens disent, il y a des faits qui m'appartiennent, comme mes désirs, mes choix, mes jugements dépendent de moi. Mais il y a des faits qui ne dépendent pas de moi, comme la mort, la maladie, l'échec, la réussite, la célébrité ne dépendent pas de moi. Mais au-delà de ça, les stoïciens considèrent que Deus sive natura, autrement dit, Dieu c'est la nature. Et ce Dieu nature a conçu le monde pour atteindre une finalité. C'est ce que les stoïciens appellent la providence. Par providence, entendez la finalité en vue de laquelle Dieu a créé le monde. Et pour atteindre cette finalité, Dieu nous a attribué des destins individuels. Tous nos destins concourent à la réalisation de cette divine providence. Raison pour laquelle, puisqu'il y a des choses qui m'arrivent et qui ne dépendent pas de moi, donc il vaut mieux que moi je change mes désirs plutôt que de changer l'ordre du monde. C'est pourquoi les stoïciens disent, ne demande pas que les choses arrivent comme tu les veux, mais aime-les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux. De même qu'un but n'est pas fixé pour ne pas être atteint, de même que la nature, par nature entendez Dieu, n'engendre rien de mal chez l'être humain. De là, comprenez quoi? Comprenez tout simplement que pour les stoïciens, il faut changer tes désirs plutôt que de changer l'ordre du monde. Raison pour laquelle le mot d'ordre des stoïciens est abstiens-toi et supporte. Cela rejoint plus ou moins la tradition islamique, notamment à travers la philosophie islamique de Imam Al-Ghazali, pour qui la plume divine a déjà tracé ce qui adviendra. Action ou quiétude sereine, les choses égales. Dément est celui qui se démène et court derrière sa substance, alors que l'embryon, bien que voilé, est nourri. Donc, pour comprendre la philosophie stoïcienne, rappelez-vous de ces propos du Tassoman sénégalais qui dit que donc voilà ce que disent les stoïciens. Donc mieux vaut changer les désirs plutôt que de changer l'ordre du monde. À côté du stoïcisme, nous avons l'épicurisme. L'épicurisme est fondé par Épicure. Pour Épicure, il y a trois catégories de plaisirs, lesquels il y a les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, et les plaisirs ni naturels et ni nécessaires. Et pour Épicure, les plaisirs naturels et nécessaires sont entre autres manger, boire, dormir, déféquer si vous voulez. Les plaisirs maintenant qui sont naturels et qui ne sont pas nécessaires, ça peut être l'excès des plaisirs naturels et nécessaires ou bien le fait de manger un plat copieux. Manger est naturel et nécessaire, mais le fait de manger un plat copieux est naturel peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Mais également, il y a des plaisirs qui sont ni naturels ni nécessaires, comme le fait de fumer. Comme par exemple, le fait par exemple de boire de l'alcool. Ce sont des plaisirs qui sont naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Et pour Épicure,
Un bon philosophe doit savoir réguler ses plaisirs. Un bon philosophe doit savoir laisser de côté les plaisirs naturels et non nécessaires, laisser de côté les plaisirs ni naturels et ni nécessaires pour ne satisfaire que les plaisirs naturels et nécessaires. Raison pour laquelle Épicure dira un peu de pain, un peu d'eau, un peu de paille et on rivalise notre félicité avec Jupiter. Également, à côté donc de la philosophie comme art de vivre, nous avons également le platonisme. Le platonisme qui est perçu comme étant une doctrine philosophique de l'Antiquité qui pose la philosophie comme étant un apprentissage de la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc pour Platon, en réalité, le véritable philosophe, c'est celui qui mortifie le corps. Par mortification du corps, entendez le fait de priver le corps de ce que l'on appelle les plaisirs mondains. Parce que chez Platon, le monde là dans lequel nous vivons, appelé monde sensible, n'est qu'un monde d'ombre, un monde de mensonges, parce que c'est la copie imparfaite du vrai monde qui est le monde intelligible. Et chez Platon, avant de vivre dans le monde sensible, nous avons déjà vécu dans le monde intelligible, mais seulement sous forme d'âme. Et nos âmes, lors de leur vie dans le monde intelligible, nos âmes étaient toutes savantes, parce que nos âmes ont contemplé les idées. Par idée, entendez le bien en soi, le vrai, le beau, le juste, et les âmes étaient savantes. Mais à travers donc la République, Platon nous dit que quand les âmes ont traversé le fleuve l'été, que vous appelez fleuve de l'oubli, les âmes sont frappées d'une amnésie, c'est-à-dire d'une perte de mémoire. C'est ainsi que, venus dans le monde sensible, nous devons aider nos âmes à se ressouvenir des idées qu'elles avaient contemplées auparavant dans le monde intelligible. C'est ce que l'on appelle la théorie platonicienne de la réminiscence, selon laquelle apprendre n'existe pas en réalité, parce que tout apprentissage n'est que rémémoration, nous dit Platon. Et que Platon nous dit que pour faire cette dialectique ascendante, saisir maintenant ce que l'on appelle les idées et venir faire la dialectique descendante, il faut libérer l'âme du corps. Parce que, comme disait Pythagore, soma sema, c'est-à-dire que le corps est le tombeau de l'âme, et c'est en libérant maintenant l'âme du corps que l'âme maintenant peut faire la dialectique ascendante. Et pour que l'âme puisse se libérer du corps, il faut procéder à une mortification du corps, raison pour laquelle pour Platon, philosopher c'est apprendre à mourir au corps, et qui meurt au corps assure le salut à son âme. Également, terminons avec une dernière définition de la philo, celle qui en fait une réflexion critique. Qu'est-ce que d'abord la réflexion? Vous connaissez Toubatoul? Non, vous ne connaissez pas Toubatoul. Vous connaissez Khombol? Non, pas Khombol. Ici, c'est le lycée. Non, vous connaissez la voie qui mène vers Touba? Quand je change de lieu, c'est comme si votre esprit est en train de visiter en même temps les lieux. Tout de suite, quand je dis, vous connaissez Khombol, votre esprit quitte ici et aille à Khombol. C'est ça qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est le mouvement de la pensée qui sort d'elle-même, se projette dans le monde extérieur, il saisit un objet avant de se replier sur elle-même. C'est pourquoi on dit que penser, c'est voyager. Penser, c'est sortir de soi, visiter l'autre sans pour autant cesser d'être soi. Maintenant, qu'est-ce que la critique? Le mot critique vient du latin crisis, qui renvoie à la faculté de discernement qui permet à l'esprit de ne pas confondre deux choses différentes. C'est pourquoi on parle de réflexion critique. La réflexion critique est en philo une entreprise de remise en question, de contradiction, de doute, de questionnement, qui permet aux philosophes, avant d'accepter une chose comme vraie, de la faire subir ce que l'on appelle l'épreuve de la critique questionnante. C'est pourquoi le philosophe camerounais Martien Toa dira qu'en philosophie, aucune idée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Pourquoi? Parce que la critique est en philosophie le juge et le tamis. En philosophie, avant qu'une idée soit admise comme vraie, il faut que l'idée passe impérativement au tribunal de la raison pour que l'idée puisse recevoir ce que l'on appelle un certificat de validité rationnelle. C'est pourquoi la philosophie est le domaine par excellence du questionnement, intense et ininterrompu. Elle s'ouvre par l'interrogation, mais également elle se referme par l'interrogation. Socrate, le père de la philosophie, n'a jamais achevé ses débats. Il les laissait toujours suspendus à des lèvres et aux lèvres de son interlocuteur, promettant une autre rencontre qui n'allait jamais avoir lieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la philosophie est le domaine de la réflexion critique. La réflexion critique maintenant égale esprit critique.
Mais il ne faut jamais confondre esprit critique et esprit de critique. Quelle différence? Esprit critique et esprit de critique sont tous deux mis par le doute. Le doute perçu ici comme étant une suspension du jugement. Quand on est dans le cadre de l'esprit de critique, la réflexion commence par le doute, mais également se termine par le doute. Donc le doute est en lui-même sa propre fin. Et par conséquent ici, le doute n'est pas un moyen de recherche et d'accès à la vérité, mais le doute se fait par le simple plaisir de douter. Donc dans ce cas, on est dans le cadre de l'esprit de critique. Par contre, quand on est dans le cadre de l'esprit critique, le doute est utilisé comme un moyen. C'est-à-dire qu'on utilise le doute pour accéder à la vérité. C'est comme le cas du doute cartésien, qui est un exemple de doute méthodique. Descartes dit que non que j'imitasse en cela les sceptiques, qui ne doutent que pour douter, mais mon but à moi est dans le était faux. Il fallait nécessairement que moi qui le pensais fisse quelque chose, et ne remarquant que cette vérité, je pense donc que je suis, était si ferme et si assuré que les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient capables de l'ébranler. Donc par le doute, Descartes accède à une vérité. Maintenant, la réflexion critique du philosophe est d'abord présente à l'intérieur du débat philosophique. C'est ce qui fait que la philosophie est le domaine par excellence du parricide. Parricide de pater qui veut dire père et cide qui veut dire tuer. Parricide en littérature, c'est l'état de l'enfant qui met fin à la vie de son père. Mais la philosophie est le domaine par excellence de la conceptualisation. Autrement dit, le philosophe prend les mots ordinaires, les dépaisse, enlève la teneur littéraire et y met une teneur philosophique. Donc, parricide ne signifie pas en philo mettre fin à la vie de son père. Parricide en philo, c'est l'état de l'élève qui, après avoir reçu l'enseignement du maître, décide de le remettre en question. C'est le cas d'Aristote qui, après 20 ans d'enseignement passé auprès de son ami et maître Platon, dit à Platon, Platon, amitié et vérité me sont toutes les deux chères, mais entre les deux, il est d'une exigence pour moi de préférer la vérité au-dessus de l'amitié. Platon, tu es mon ami, mais la vérité est mon meilleur ami. Aristote quitte l'école de Platon et part créer le lycée, parce que l'école de Platon s'appelle l'académie. C'est pourquoi Raphaël, dans son fameux tableau, avait peint Platon qui pointait le doigt au ciel pour dire que la vérité philosophique est dans le monde intelligible. Aristote pointait le doigt au sol pour dire que la vérité philosophique est d'ici-bas. C'est également le mérite de Descartes d'avoir osé remettre en question la philosophie d'Aristote qui pendant 2000 ans est resté argument d'autorité. Autos Epha, le maître l'a dit, couper court à toute discussion. Parce que Descartes dira, nous ne serions jamais philosophes, eussions-nous lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote, si sur un problème donné, nous ne pouvons apporter une réponse solide et personnelle. C'est également le mérite de Karl Marx d'avoir osé remettre en question la philosophie de Hegel, parce que Hegel avait écrit avoir mis fin à la philosophie et à l'histoire. Hegel écrivait, au moment où tombaient les dernières bombes de la grande bataille d'Iéna, j'écrivais les derniers pages de l'histoire et de la philosophie. Tous ceux qui m'ont précédé n'ont été que des apprentis philosophes, car ils ne se mettaient qu'à me balayer le chemin. Aujourd'hui que j'ai déposé le système philosophique en spirale, le système philosophique circulaire, le système philosophique qui contient toutes les philosophies du monde, ça en est fini pour l'histoire et la philosophie. Car tous ceux qui viendront après moi ne seront que des apprentis philosophes qui ne se mettront qu'à grignoter le manteau du géant George Wilhelm Hegel. Mais c'est sans compter avec le génie de Karl Marx, parce que Marx dit que Hegel parle pour ne rien dire. Donc le matérialisme de Hegel va venir pour s'opposer à l'idéalisme. Le matérialisme de Marx, autant pour moi, va venir pour s'opposer à l'idéalisme donc de Hegel. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la philosophie, elle est faite de quoi? De systèmes philosophiques qui se succèdent et se contredisent à l'infini. Autrement dit, en philosophie, chaque philosophe s'oppose pour se poser. Mais aucune philosophie n'a réussi à se poser comme la philosophie, car toute philosophie qui prétend à se poser comme la philosophie, voit une autre philosophie qui va venir s'opposer à elle pour se poser comme la philosophie jusqu'à l'infini. En d'autres termes, philosophie l'ambigole le kujok dano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les philosophes se contredisent à l'infini. Maintenant, la contradiction des systèmes philosophiques, le désaccord qu'il y a entre les philosophes, est-il négatif ou positif pour la philosophie? Autrement dit, est-ce que le désaccord des systèmes philosophiques peut être utilisé comme un argument contre la philosophie?
Autrement, est-ce qu'on peut dire que, puisque les philosophes, il n'y a pas d'accord, c'est de la contradiction, comme le dit Arthur Schopenhauer, les philosophes sont comme des araignées qui ne s'approchent des autres que pour les détruire. Donc, est-ce qu'en réalité, cette philosophie a droit de citer? Dans un premier temps, pour le non-philosophe, cette contradiction entre les cinq philosophes est négative. Pourquoi? Parce que cette contradiction, elle est négative autant pour moi, parce que ça fait que la philosophie apparaît comme un débat stérile, d'où ne pas jaillir aucune certitude qui puisse accorder les philosophes. Mais à y regarder de très près, nous voyons que c'est cette contradiction entre les philosophes qui maintient la philosophie en vie. Parce que s'il n'y a pas de contradiction, il y a accord. Or, s'il y a accord, il y a dogmatisme, alors que le dogmatisme tue la philosophie. Donc, si la philosophie flirte avec l'accord, elle baigne dans le dogmatisme et se noie. Donc, la philosophie a besoin de l'accord pour continuer à exister. Maintenant, cette contradiction entre les philosophes, ou bien cet esprit critique qui marque la philosophie, qui apparaît comme la marque de la philosophie, apparaît comme étant ce qui démarque le philosophe du non-philosophe qui est appelé homme du sens commun. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, il serait pertinent de parler des relations entre philosophie et les autres formes de savoir. Peut-être philosophie, mythe, philosophie, religion peut-être, philosophie, science, mais également peut-être philosophie, sens commun. Et pour le faire, je vais prendre congé un peu et remettre le micro à M. Anne. Merci beaucoup, M. Sow. Bonjour, chers camarades. Bonjour, M. Aliou Diouf, président de la commission pédagogique de l'amicale des élèves et étudiants de REPAN. Bonjour à notre cher professeur. Bonjour aussi à mes chers collègues Moussa Faye, Modou et autres. Je vous salue respectueusement. Bon, pour ne pas tyranniser des salutations, je vais m'attaquer droit au but. Comme l'a si bien brossé M. Sow tout à l'heure, la philosophie n'a pas d'objet d'étude, comme si elle n'a pas un objet d'étude. Là, on peut s'en démarquer pour dire que la philosophie ne se limite pas comme elle est, mais elle se démarque en se rivalisant avec les autres modes de savoir, comme le mythe, comme aussi la science, la religion, mais aussi avec le sens commun. Commençons par les relations entre la philosophie et le mythe. Nous tous, nous savons que, en terminale, on nous dit souvent que le mythe, c'est l'ensemble des récits de l'Antiquité. Comme tout le monde le sait, c'est un récit, ce sont des écrits. Ce sont des écrits qui nous permettaient de savoir l'histoire qui se passait à l'époque où on l'écrivait. C'est la raison pour laquelle on nous dit que le mythe, c'est l'ensemble des écrits. C'est-à-dire, c'est un moyen qui nous faisait savoir l'histoire de l'Antiquité. Que ce soit l'Antiquité grecque ou autre, mais c'est une histoire qui va nous permettre de dater, qui va nous permettre aussi de fixer ce qui se passait à cette période. Et la philosophie différente à cela, bien vrai que le mythe était si bien présent avant la découverte de cette réflexion philosophique, mais on ne peut pas dire que le mythe était bien là avant la philosophie, parce que la philosophie, elle est née originellement à l'homme. On nous dit que la philosophie, c'est l'étude de l'humanité. Et qui dit l'étude de l'humanité dira que ce que l'humanité est née avec, c'est une réflexion qui naît avec l'homme, une réflexion qui grandit avec l'homme, une réflexion aussi qui part avec l'homme où il va. C'est la raison pour laquelle c'est regrettable de dire que le mythe était si bien présent avant la philosophie. La philosophie était présente avant le mythe, mais la réflexion philosophique est venue après le mythe. Parce que
on a découvert cette réflexion philosophique après avoir mis en terme le récit. Parce qu'on ne peut pas faire une réflexion, on ne peut pas faire une étude en se référant des dates, en se référant aussi des écrits. Et une réflexion n'est valable lorsqu'elle a reçu le jugement de l'esprit. Une réflexion n'est pas valable lorsqu'elle n'est pas reçu le cernement de l'esprit, comme l'a si bien dit Descartes. Donc, nous pouvons retenir que entre la philosophie et le mythe, il n'y a pas de point de convergence parce que la philosophie ne peut pas aller avec le mythe, la philosophie ne peut pas aller avec l'accord parce que s'il y a d'accord, la philosophie va se tomber sur le stade du dogmatisme et le dogmatisme tue la philosophie. Et quand il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de réflexion philosophique. Donc, pour être plus clair et un peu bref, on peut dire que la philosophie n'a pas de point de convergence en totalité avec le mythe. On est d'accord? Donc, effaçant ce stade allant qui discerne la réflexion philosophique et le mythe, on va se plonger sur le stade de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie et la science. Ce qui converge la philosophie et la science et ce qui diverge la philosophie à la science. Vous savez, tantôt, on nous dit que la philosophie et la science peuvent aller ensemble dans la mesure où elles auront des réflexions parce que la science, c'est une découverte. Tant qu'il y a découverte, il y a recherche. Et tant qu'il y a recherche, il y a réflexion. On réfléchit sur une chose afin de faire sa découverte, afin de la mettre en place. Donc, en termes de réflexion, la philosophie et la science peuvent aller ensemble parce que c'est une recherche. Et qui dit recherche utilise son esprit. Qui utilise son esprit philosophe en même temps. Tantôt on philosophe en le savant, tantôt aussi on philosophe sans pour autant le savoir. Parce que lorsque nous sommes présents ici, lorsque nous sommes venus ce matin ici, vous vous attendez à ce qu'on va dire, vous vous attendez aussi à ce qu'on ne va pas dire, vous vous attendez aussi à est-ce que ce qu'on va dire va avoir un sens bien déterminé dans vos têtes ou pas. C'est la raison pour laquelle on nous dit que qui réfléchit, philosophe en même temps, même s'il le sait ou il ne le sait pas, il philosophe en même temps. C'est la raison pour laquelle on nous dit que la philosophie, elle est omniprésente chez l'esprit humain. Et en ce sens, de la philosophie à la science, la philosophie, comme je l'ai dit tantôt, la philosophie et la science peuvent aller ensemble dans la mesure où la réflexion va s'y prendre place. Parce qu'en termes de réflexion, on va réfléchir sur comment va-t-on aborder la théorie, sur comment va-t-on essayer de la pratiquer, sur comment va-t-on la tenir pour qu'elle dure pour une éternité. Et encore, on dit que la philosophie et la science ne peuvent pas aller ensemble. Parce que, on nous dit que, par exemple, les mathématiques sont des sciences exactes. Comme l'a si bien brossé Sow tout à l'heure, la philosophie et la science, si on dit que les mathématiques sont des sciences exactes, on dit que 2 plus 2 égale à 4. N'est-ce pas? Il y a un verset de Souleymane Bachir Diagne qui disait que si toutefois 2 plus 2 égale à 5, alors là, je vais juger nécessaire que Cheikh Hamidou Kane n'est pas l'auteur de l'aventure ambiguë. Donc partout où nous allons, partout où nous sommes, 2 plus 2 ne peut pas égaler à 5. Partout où nous sommes, 2 plus 2 serait égal à 4. Raison pour laquelle, ici, on dit que la réflexion et la pratique peuvent aller ensemble dans la mesure du départ, mais en termes de pratique, la réflexion, la science philosophique, la réflexion philosophique ne peut pas aller avec
la science. Parce que la science, tantôt, on utilise des théories qu'on va pratiquer, et la pratique est quelque chose de primordial, c'est la science. En science, on favorise la pratique que la théorie. Il y a des scientifiques qui nous disent que vous les philosophes, vous ne faites que bavarder en vain. Votre bavardage ne servira à rien pour la vie. Mais notre bavardage va servir pour la vie parce que qui ne se sent pas conscient ne va pas dérouler ses activités correctement. Mais aussi, la science a ses secrets, la science a aussi des choses que la philosophie ne détient pas, parce que les scientifiques peuvent créer des bombes atomiques, les scientifiques peuvent mettre en place des choses qui peuvent détruire le monde en une fraction de seconde. Raison pour laquelle on nous dit qu'il faut éviter le stade ivre de la science, parce que si la science est ivre, elle peut détruire le monde en une fraction de seconde. Parce que l'exemple de l'Amérique et l'URSS peut être l'exemple, parce que chacun des deux détient le bombe atomique. Et que le bombe atomique, une de ces bombes atomiques peut détruire le monde en une fraction de seconde. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on nous dit que la science, tantôt, elle est dangereuse. Elle ne peut pas aller avec la philosophie, parce que quand elle est ivre, elle est dangereuse, elle ne contrôle plus ses activités. Elle peut faire des dégâts d'une minute à l'autre. Elle peut faire des dégâts que personne ne va reconstruire après ces faits. Donc, ici, pour ne pas dire quelque chose de long, pour ne pas tyranniser tout ce qu'on peut retenir en vérité, est que la philosophie en fond, la philosophie en réflexion ne peut pas aller avec la science. Parce que la théorie ne peut pas aller avec la pratique. Mais si ce n'était pas de par la théorie, il n'y aurait pas de pratique. Donc, au départ, la philosophie et la science s'entendaient bien. Mais arrivé à le stade de la pratique, la philosophie et la science n'allaient plus ensemble, parce que le scientifique a besoin de pratiquer sa théorie, le scientifique a besoin de mettre en place ce qu'il avait philosophé, il a besoin aussi d'éclairer aussi la lumière sur son travail, raison pour laquelle elle s'est détachée du moins de la philosophie pour mettre en place une pratique, pour mettre en place une chose bien déterminante afin de montrer que la science a bel et bien une valeur primordiale dans la vie humaine. Mais aussi, la philosophie a une valeur primordiale dans la vie humaine, parce que s'il n'y a pas de conscience à l'homme, s'il n'y a pas aussi de contrôle à l'homme, il n'est plus question de dire qu'on est humain, mais aussi on peut se comporter comme des animaux qui n'ont pas d'instinct conscient, qui ne se branlent pas dans le stade de la conscience. Et aussi, il y a aussi les rapports entre la philosophie et la religion. Disant que la philosophie et la religion ont des rapports ici, en termes de rapport de la philosophie et la religion, on peut retenir que, au début, comme je l'ai dit, avec la science, la philosophie et la religion peuvent aller ensemble, parce que, comme le disent les Wolofs, lu jiwa jeexut. Vous ne pouvez pas continuer la phrase? Lu jiwa jeexut, jógu fa. Donc l'esprit est fondement de la philosophie, mais comme le disait le grand professeur Souleymane Bassir Diagne, il faut savoir faire la distinction entre islam en petit i avec islam en grand I. C'est là où se pose le problème, parce que il y a deux sortes d'islam qu'on écrit, deux sortes d'islam que vous voyez entre-temps, mais que vous ne savez pas faire la différence. Entre les deux islams, il y a un de ces islams que la philosophie a eu accès. Il y a un autre de ces islams que la philosophie n'a pas eu accès. On nous dit que pour cet islam, on ne peut pas faire appel à l'esprit
parce que on ne peut faire que exécuter sans pour demander, sans pour se questionner, sans pour s'étonner. Mais aussi, il y a l'autre islam qu'on écrit avec petit i où la philosophie a accès parce que ce sont les textes de l'islam. La constitution est différente de les racines de la constitution. Ce qui a amené la constitution est différent de la constitution. Comme le disent souvent les Oussas, ils disent que l'islam est différent de l'islam. Et ce qui est islam en vérité, c'est ce qu'on appelle islam en grahi. Et ponk islam, c'est-à-dire ce qu'on dit après avoir instauré l'islam, ce qui suit après cet islam. C'est ça la constitution, c'est ça les textes de l'islam. Là, la philosophie a eu accès parce qu'on a besoin de savoir que si ce qu'on va faire là va nous amener aussi à Dieu, ou bien ce qu'on va faire va nous faire descendre du stade où nous étions, raison pour laquelle on a besoin de philosopher, on a besoin de questionner, on a besoin aussi de trouver ce qui se cache derrière ces dits, ce qui se cache derrière cette constitution. Ou bien, tantôt on dit que dans le Coran, on nous dit que dans le Coran, ce qui fait ça aura ça. Là, on a besoin de philosopher parce que si on dit que ce qui fait la prière auront le paradis, là, on a besoin de se questionner comment va-t-on faire la prière? Dans quelle manière doit-on prier? Comment va-t-on prier? Et est-ce qu'il s'agit seulement de faire l'ablution, de lever ses deux mains et de faire des acrobaties? Est-ce que c'est seulement ça la prière? Là, on entre dans la période, on entre dans le stade de la philosophie parce qu'on est en train de douter. On est en train aussi de questionner. On est en train aussi de poser moult questions pour savoir comment va-t-on faire pour avoir une bonne prière. Aussi, parce qu'en religion, on nous dit qu'il n'est pas question de poser une question. Il n'est pas question de savoir ce qui se cache derrière les hommes. Mais aussi, il faut se contenter de croire pour croire sans pour autant poser une question sur les ordres posés. Est-ce clair? Bon, enfin, on va se plonger sur le sac, sur ce qu'on appelle les rapports entre la philosophie et le sens commun. Ici, les rapports entre la philosophie et le sens commun. Le philosophe, c'est comme Socrate le disait, c'est celui qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, l'homme du sens commun, prétendant tout savoir, il croit que tout est dans sa tête, il croit qu'il a englobé tout le savoir du monde. Alors, il ne va pas discerner ce qu'on appelle la philosophie et ce qu'il fait. Il croit tout savoir alors qu'il ne sait rien. Il prétendant tout savoir, il prétendant accaparer tout le savoir du monde sans poser des questions, sans aller faire des recherches, sans aller se demander. Mais pour lui, son savoir uniquement permet à lui de faire sa propre philosophie. Alors que pour le philosophe, il a besoin de s'étonner, il a besoin aussi de poser une question. Mais en posant cette question, le philosophe va tirer une conclusion en tirant la vérité, parce que, comme le disait tout à l'heure le précepteur Omar Sow, il y a un philosophe du nom de Nietzsche qui disait que les philosophes se comportaient comme des araignées, où les uns s'approchaient au toit des autres rien que pour la détruire, afin de construire ses propres vérités. Vous voyez, les philosophes ne tombent pas en désaccord banalement. Les philosophes tombent en désaccord rien que pour tirer des conclusions, rien que pour aspirer le savoir qui se cache derrière le débat, qui se cache derrière l'ouverture de ce débat qu'on a ouvert et qui n'aura pas de fin. Alors, pour l'homme du sens commun, il n'a pas besoin de débat. Pour lui, il croit qu'avec toute personne qu'il va entretenir un débat, c'est lui qui est le supérieur. C'est lui qui a la quasi-totalité du savoir de ce débat. C'est lui qui englobe ce qui est ressource
inspirable de ce débat. Raison pour laquelle la philosophie ne peut pas aller avec le sens commun, parce que si on est allé au stade de l'homme du sens commun, là on est allé à tuer la philosophie, là on est allé à ne plus réfléchir, là on est allé à barrer la philosophie, là on est allé à cerner la philosophie, alors que la philosophie elle est claustrophobe, elle a peur de l'enfermement. Si on arrive à la délimiter, on la tue. Raison pour laquelle on ne peut pas aller avec l'homme du sens commun. On a besoin de réfléchir, on a besoin de tirer des conclusions, on a besoin aussi de construire des vérités, de tirer aussi des conclusions lors des débats qui étaient, je peux dire que même des débats qui s'étaient mal passés, mais en conclusion, le débat était bien passé. Parce que on ne peut que se contredire, on ne peut que dire des choses qui se divergent, rien que pour tirer une conclusion fiable. Donc, en grosso modo, voilà ce qui lie la philosophie avec les autres modes de savoir, comme le mythe, la science, la religion et le sens commun. Donc, pour ne pas tyranniser, pour ne pas monologuer la parole, je vais ne pas clôturer, mais je vais ouvrir un autre débat qui va se manifester sur la métaphysique. Donc, pour cette question de la métaphysique, je vais laisser à un ami Abdou Ndiaye qui va s'en charger de cette question de la métaphysique. La parole d'abord. Bonjour tout le monde. C'est ça? Ok, c'est bon. Je voudrais juste saluer nos chers invités, nos chers profs de philo qui nous viennent, je crois, de Dakar. C'est un réel plaisir de vous écouter, véritablement. Ça me rappelle énormément des choses que j'ai fait dans ma vie. Parce que moi qui vous parle, j'ai entamé les exercices de synthèse de philo en 2013, donc quand je fus un jeune étudiant. Cela me rappelle mon premier jour de synthèse que j'ai fait, je crois bien, à Hambourg, avec un de mes profs formateurs. C'est un réel plaisir encore de voir des jeunes profs qui maîtrisent véritablement le contenu des cours de philo en terminale, et en l'occurrence M. Sow, qui m'a véritablement impressionné, aussi bien de la qualité du discours et le contenu philosophique. Je vous présente mes félicitations. Ce n'est pas une tâche facile de s'exprimer devant un public. Et c'est encore beaucoup plus difficile de parler de la discipline de philosophie qui, je crois bien, M. Sow l'a dit, qui n'est pas une discipline comme les autres, dans la mesure où elle est insaisissable sur le plan de la définition. Je voudrais juste faire un résumé de son discours, essayer aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. Comme l'a si bien dit M. Sow, et je crois bien qu'avec la réponse de Jules Lachelier, comme il l'a dit, quand l'un de ses élèves lui avait posé cette question, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Il aurait répondu, je ne sais pas. Et ce je ne sais pas là ne veut pas dire que Jules Lachelier ne peut pas donner une définition qui fait appel à son image, mais il voudrait juste montrer à son élève qu'il est difficile, voire même impossible, de trouver à la philosophie une définition substantielle qui la figerait dans un sens préétabli. Et je crois bien qu'il l'a bien expliqué en faisant appel à l'histoire sur l'origine de la philosophie même, l'origine historique, l'origine intellectuelle, en faisant appel de ce sentiment de stupéfaction et de l'étonnement. Il a essayé aussi de vous montrer la définition de la philosophie comme science mère, la science suprême. C'était sa vocation première. Et en ce sens, on considérait le philosophe comme celui qui possédait la totalité de la connaissance. Et vous voyez bien que M. Sow l'a très bien expliqué. Et cette idée a été défendue par Aristote, avant Aristote, Platon, jusqu'à Descartes. Tous ces auteurs-là assimilent la philosophie comme la connaissance de la totalité. Mais vous voyez que M. Sow, comme il est très pertinent dans son discours,
Il a essayé de vous montrer que cette définition n'est pas la seule. Et si on voit de plus près que, notamment au XVIIe siècle, la philosophie va changer de définition dans la mesure où les sciences particulières qui étaient à ses côtés commençaient à se séparer d'elle. Et la raison en est que les sciences particulières ont rejeté cette finalité désintéressée pour uniquement avoir une finalité utilitaire. Ainsi, l'image qu'on se donne de la philosophie, elle va perdre du coup son statut de science suprême. Et on a dit dans le cours, je crois bien, si je me souviens de ça, elle est devenue comme une femme en ménopause, dont les enfants devenus adultes n'ont cessé de se démarquer d'elle pour se constituer en des disciplines autonomes. Ainsi, la philosophie, pour essayer de survivre, comme l'a dit M. Sow, elle va essayer de se redéfinir, de changer de vocation, qui n'est plus de se considérer comme connaissance de la totalité, mais qui va maintenant se reposer sur son origine, du concept même de philéine ou philia, amour, et Sophia qui veut dire ça, sagesse. Et M. Sow, je crois bien qu'il l'a très bien expliqué. Parce qu'Alain l'a dit, les me chercher. Bonjour, cher professeur. Le mot philosophie pris dans son sens le plus ordinaire enferme l'essentiel de la notion. Donc, pour Alain, pour définir la philosophie, il ne s'agit plus d'aller loin. Essayez juste de voir les deux concepts qui l'englobent. Amour, Sophia. Amour, sagesse. Et M. Sow est revenu sur la quintessence même de l'amour, son importance. C'est parce que quand on aime le savoir, on a la conscience qu'on ne possède pas la vérité. On a la conscience qu'on ne possède pas une connaissance. Donc on a aussi la conscience qu'on est ignorant. Donc c'est ça l'importance de l'amour. Avoir la conscience de notre ignorance, avoir la conscience qu'on ne possède pas la connaissance, et aussi, avec l'amour de la connaissance, on se libère des préjugés, c'est-à-dire on se libère de tout ce qui est obstacle à l'émergence de la pensée critique. Donc c'est ça l'importance de l'amour, et il l'a très bien dit. Mais l'amour aussi nous place sur la voie de la recherche, parce qu'on est dans le souci de découvrir la vérité. C'est pourquoi Gilles Deleuze dit, si le philosophe se veut l'ami ou l'amant de la sagesse, n'est-ce pas parce qu'il y prétend si efforçant en puissance, plutôt que la possédant en acte. Pour le dire autrement, et on va bien faire appel à la citation de Pythagore que Sow vous a donnée, je suis philosophe, non pas celui qui prétend posséder le savoir, mais un homme qui s'y efforce. Voici donc l'importance de l'amour. Donc l'amour traduit un manque, un vide, une soif de connaître. Et c'est dans ce vide que réside véritablement l'activité philosophique. Et M. Sow est revenu sur la sagesse. Et souvent, on définit la sagesse comme essentiellement une connaissance. Mais la sagesse ne se limite pas sur la connaissance simplement. Elle a deux dimensions. Il a parlé de cette dimension théorique et il a fait appel aussi à cette dimension pratique. La dimension théorique, l'individu philosophe se présente dans une posture de recherche sans prétendre atteindre la vérité de manière définitive, d'une part, mais aussi d'autre part, la sagesse renvoie à cette pratique, à cet art de vivre, à cette morale. Et M. Sow vous a parlé des écoles post-socratiques, l'épicurisme, le stoïcisme, qui sont les écoles les plus illustratives, qui vous ont montré que dans toute vie, la finalité de toute vie, c'est l'ataraxie, le béatitude, la paix de l'âme. Et les stoïciens, il l'a dit, estiment que pour que l'homme puisse accéder à l'ataraxie, il doit accepter les choses qui ne dépendent pas de lui. Et il a fait appel à la citation d'Épictète. Ne veux jamais les choses viennent comme tu le veux. Accepte-les qu'elles viennent comme elles arrivent. Et ainsi tu couleras une vie heureuse. Et M. Sow, véritablement, vous m'avez impressionné. Et je vous encourage dans votre discours. Ce fut un réel plaisir de vous écouter. Et d'écouter aussi ton camarade qui vient de nous parler aussi du... Parce que quand il fait appel à la science, à la religion, au mythe, notre professeur, votre nom c'est comment? Modou. C'est juste qu'il veut vous montrer, continuer à définir la philosophie aussi à partir de ce qu'elle n'est pas. D'où l'idée
dans l'axe majeur, la spécificité. Parce que quand on dit spécificité, on essaie de définir la chose à partir de ce qu'elle est. Donc la philosophie est connaissance de la totalité. La philosophie pourrait être définie comme amour de la sagesse. La philosophie pourrait être définie comme une réflexion critique, qui est cette modalité de l'activité philosophique même. Mais aussi, on peut définir la philosophie en faisant appel aux caractéristiques du mythe, en faisant appel aux caractéristiques de la religion, aussi bien de la magie et de la science. Et je crois que monsieur a essayé aussi de vous expliquer la quintessence du mythe, qui est la première forme de connaissance humaine. Et c'est à partir du mythe, je crois qu'ils vont le dire au niveau du domaine 3, l'épistémologie, que le mythe, que la magie et la religion ont montré ce besoin d'intelligibilité de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc, les trois connaissances que je viens de citer ont montré que l'homme a toujours été un être foncièrement curieux qui veut découvrir son environnement immédiat. Malheureusement, ce n'était pas l'avènement de la rationalité. Donc, il était obligé d'expliquer les phénomènes en faisant appel à l'imagination, à la croyance ou à la superstition, qui sont respectivement des caractéristiques du mythe, de la magie et de la religion. Donc, jusque-là aussi, même si on parle du mythe, on essaie de définir le philosophe. Quand on parle de la religion, parce que la religion n'est pas la philosophie, donc la philosophie n'est pas le dogme. La philosophie n'a pas une vocation comme fondement l'imagination. La philosophie n'est pas la science, parce que la science a un objet d'étude particulier, alors que la philosophie se veut universelle. Je crois que M. Sow l'a dit. Je voudrais juste faire un résumé, essayer de participer véritablement, mais c'est vous. Vous avez l'honneur de continuer avec les élèves. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci pour la pertinence de votre science. Et ceux qui ont tracé la ligne de démarcation, ce sont bien sûr les penseurs du cercle de Vienne. Pourquoi? Parce que je vous nomme Hans Reisenbach, Hans Rudolf Carnap, Auguste Comte, et eux, ils disent que dans le monde, il existe deux types de discours. Il y a des discours qui sont doués de sens. Il y a des discours qui ont une sens. Ils les appellent les discours doués de sens. Il y a également les discours qui n'ont pas de sens. Ils les appellent les discours dénués de sens. Les discours qui ont une sens appartiennent les discours qui ont une sens appartiennent à la science. Les discours qui n'ont pas de sens appartiennent à la philosophie. Par conséquent, les discours qui n'ont pas de sens doivent inéluctablement céder la place aux discours doués de sens qui sont les discours scientifiques. Bien sûr, la science a réglé beaucoup de nos problèmes. La science a réduit les distances. La science également a allégé les souffrances humaines. Mais il faut savoir également que la science a ce que l'on appelle des limites. Pourquoi? Parce que la science ne peut pas répondre à toutes les questions. Parce que la question que nous sommes en droit de nous poser, c'est est-ce que la science peut répondre à tous nos problèmes? Ce qui ne savait pas une vérité absolue dans la mesure où la science ne peut répondre qu'aux questions du concaténation communium rerum. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ordre de succession des phénomènes et d'enchaînement de la nature, que vous appelez de façon très simpliste le comment des choses. Mais attention, l'humanité n'est pas seulement intéressée sur le comment des choses, mais l'humanité est intéressée également sur le pourquoi des choses. Et ce pourquoi des choses ne peuvent nullement prendre en charge dans le domaine scientifique. C'est uniquement en philosophie que l'on peut traiter ces genres de questions à travers une branche que l'on appelle la métaphysique. Le mot métaphysique est forgé à partir du système d'Aristote. Mais Aristote, durant sa vivant, n'a jamais parlé de métaphysique. Pourquoi? Parce que c'est un de ses libraires grecs, son ami, son disciple, du nom de Andronikos de Ruth, qui a forgé le concept métaphysique. Ruth, dans sa classification des œuvres d'Aristote, Ruth va dire que Aristote a écrit des ouvrages qui portent sur la physique et des ouvrages qui portent sur la métaphysique. Il leur a donné l'appellation métaphysique. Vous savez que le mot métaphysique est forgé à partir de deux vocables grecs. Il y a méta et physica. En un mot, métaphysica qui signifie l'au-delà de la physique. Maintenant, la question philosophique qui porte sur la métaphysique, c'est est-ce que la raison humaine a-t-elle la possibilité d'accéder au monde métaphysique? Et par rapport à ces problématiques, les philosophes se sont divisés en camps. D'abord, il y a Aristote,
il y a Platon, mais également il y a ce que l'on appelle Descartes. C'est eux qui soutiennent ce que l'on appelle l'éloge de la métaphysique. Et pour Aristote, lui, il parlait de l'ontologie et de la théologie rationnelle. Qu'est-ce que l'ontologie, c'est Aristote? L'ontologie, c'est Aristote, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Maintenant, à un certain moment de l'histoire, Aristote a transformé cette ontologie-là en une théologie rationnelle. Qu'est-ce que la théologie rationnelle? Donc, Aristote va faire appel du PMI. Qu'est-ce que le PMI? C'est le premier moteur immobile. Qu'est-ce que le premier moteur immobile? C'est la cause causale. Qu'est-ce que la cause causale? C'est la cause qui cause et qui à son tour n'est pas causée, et cela va renvoyer directement à l'être de Dieu. Donc Aristote, lui, il a axé sa philosophie uniquement sur ce que l'on appelle l'être de Dieu. Après Aristote également, il y a ce que l'on appelle, il y a Platon. Et chez Platon également, il existe deux mondes. Il y a le monde sensible et le monde intelligible. Platon va nous dire que le monde sensible est un monde de tromperie, un monde de mensonges, un monde d'illusion. Le vrai monde, c'est le monde intelligible, c'est le monde de l'eau, c'est le monde de l'au-delà. Et après également, Platon, il y a ce que l'on appelle, il y a Descartes. Et chez Descartes également, sans la métaphysique, il n'y a pas de science. Pourquoi? Parce que le philosophe qui veut intégrer dans le terrain philosophique, donc ce philosophe-là doit métaphysique. Donc dans ce cas, le philosophe qui va intégrer dans le terrain philosophique, il faut que ce philosophe-là passe devant la porte, et la porte c'est la métaphysique. Donc chez Descartes, retenez que sans la métaphysique, il n'y a pas de science. C'est pourquoi il a donné sa formule. Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines la métaphysique, le tronc la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc chez Descartes, sans la métaphysique, il n'y a pas de science. Parce qu'il dit que la métaphysique, c'est ce que l'on appelle la métaphysique, c'est les fondements. Excusez-moi, il y a certains qui suggèrent que c'est rapide, mais n'oubliez pas que je ne suis pas en train de faire un cours. Certains parlent de conférence, mais moi, je ne parle pas de conférence. Je parle de synthèse. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, vous l'avez déjà fait en classe avec votre professeur. Il suffit juste de vous réfléchir la mémoire. Cela veut dire quoi? C'est faire le résumé, le bilan de ce que vous avez fait en classe. Dans la mesure où vous n'avez pas besoin de prendre note. Parce que si vous prenez note, l'essentiel a été dit en classe. Merci de vous comprendre. Également, vous allez comprendre que chez Descartes, sans la métaphysique, il n'y a pas de science. Pourquoi? Parce que Descartes va nous dire que la métaphysique, c'est le fondement. C'est le fondement. D'accord. Également, après l'éloge de la métaphysique, il y a ce que l'on appelle les critiques de la métaphysique. Et il y a pas mal de philosophes qui ont critiqué la métaphysique. Pourquoi? Parce que ils disent que le philosophe qui a inauguré les critiques de la métaphysique, c'est bien sûr le philosophe c'est bien sûr Emmanuel Kant, le philosophe du Königsberg. Emmanuel Kant va dire que est-ce que la raison humaine a-t-elle les possibilités d'accéder au monde nouménal? Parce que chez Kant, il va parler du monde nouménal et du monde phénoménal. Le monde nouménal, ça renvoie au monde intelligible, et le monde phénoménal, ça renvoie au monde sensible. Donc chez Kant, Kant va dire que est-ce que la raison humaine a-t-elle les possibilités d'accéder au monde métaphysique? Donc c'est Emmanuel Kant qui a inauguré les critiques de la métaphysique. Et après Emmanuel Kant, donc il y a Nietzsche, il y a également Karl Marx, il y a d'autres également qui ont critiqué sévèrement la métaphysique. Mais qu'en est-il advenu après avoir critiqué la métaphysique? Est-ce que cela va permettre de renoncer à la métaphysique? La métaphysique, après avoir été critiquée, est-ce que ces critiques peuvent discréditer ce que l'on appelle la métaphysique? La réponse, elle est impérativement non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui peut vivre sans pour autant s'intéresser sur des questions de sens, sur des questions de valeur et sur des questions de finalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui peut vivre sans pour autant s'intéresser sur des questions de vie, sur des questions de mort et sur des questions de finalité. La métaphysique, bien sûr, on a critiqué la métaphysique. On a dit que la métaphysique, elle n'est pas une science. La métaphysique, elle n'est pas une science. On a critiqué la métaphysique, mais cela ne peut pas permettre de renoncer à la métaphysique. Pourquoi? Parce que la métaphysique, elle est inhérente chez l'homme. Pourquoi? Parce que